Bonjour, je suis très heureux d'être là à Strasbourg où j'ai habité quelques années, il y a une dizaine d'années de ça, pour vous parler de protection sociale et plus précisément de relations entre la protection sociale, l'innovation et le financement de l'innovation. La protection sociale et en particulier l'assurance maladie, ça représente des ressources absolument considérables dans notre économie. Ça joue un rôle critique dans la vie des entreprises, dans la vie des particuliers, qu'ils aient un emploi ou qu'ils n'en aient pas ou qu'ils n'en aient plus. Alors, je voulais ouvrir cette présentation avec un portrait de Bismarck. Pourquoi? Parce que Bismarck est l'inventeur de la protection sociale moderne. Il est le premier, dans un grand pays, à avoir mis en place un régime d'assurance obligatoire qui couvrait les ouvriers, en l'occurrence, contre les risques les plus critiques auxquels ils étaient exposés dans leur existence. En l'occurrence, les risques les plus critiques qui sont couverts par la protection sociale, c'est celui d'avoir un accident au travail, de tomber malade et de ne plus pouvoir travailler, de vivre trop vieux sans plus pouvoir travailler parce que sa condition physique et mentale l'empêche, ou bien d'avoir des enfants et de ne pas pouvoir les élever correctement. Et Bismarck a créé ça en grand stratège qu'il était et en opportunité historiquement pour lutter contre l'influence du Parti socialiste, enfin des socialistes sur les ouvriers allemands, pour éviter que les ouvriers soient victimes de l'influence des socialistes, du mouvement ouvrier qui était naissant à l'époque. Il a mis en place ces assurances pour leur dire votre seul salut n'est pas dans le socialisme, nous avons un moyen de sécuriser vos parcours, de sécuriser votre condition et ainsi de permettre à l'économie de se développer dans son ensemble. Alors, on est en même temps très loin maintenant de l'époque de Bismarck et très loin, et les individus que Bismarck cherchait à couvrir à l'époque contre certains risques n'avaient rien à voir avec ce que sont aujourd'hui les parcours professionnels et la vie des particuliers dans notre économie. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui est tirée par l'innovation, pour des raisons très nombreuses qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais depuis ce phénomène spectaculaire qui est arrivé entre le milieu des années 90 et l'explosion de la bulle spéculative de l'économie numérique en 2000, on est rentré dans une phase très longue de déploiement d'une nouvelle économie, l'économie numérique, qui étend son empire sur toutes les filières de l'économie, qui fait tomber une à une toutes les entreprises dans un nouveau régime de création de valeur, et toutes les entreprises qui basculent dans ce nouveau régime de création de valeur, qui se convertissent à l'économie numérique, réalisent progressivement que c'est une économie qui oblige à innover en permanence. Et le choc qu'endurent les entreprises dans ce contexte-là, c'est un choc d'arbitrage entre leur culture historique traditionnelle de l'optimisation, de la recherche de l'efficience. Quand on est une entreprise au XXe siècle, notamment si on a une grande taille, la priorité des priorités, c'est d'optimiser. On serre les boulons en permanence, on édicte des manuels de procédure, on cadence le travail des collaborateurs, on met en place des indicateurs de performance, tout ça parce qu'on cherche à gagner en efficience. Et comme l'observe William Janeway, que vous voyez ici, qui est un personnage hybride très particulier et très intéressant, qui a été longtemps financier puis capital risqueur, et puis qui, parti à la retraite en quelque sorte, est revenu à ses premières amours, qui était l'économie politique, puisqu'il avait fait un doctorat d'économie à Cambridge dans les années 60, pardon, et il a réinvesti ce champ, la recherche en économie politique, pour nous expliquer à quel point l'innovation était importante et à quel point le financement de l'innovation était critique pour le développement de l'économie. Et suivant la formule que vous voyez là, William Janeway nous explique que l'optimisation est radicalement incompatible avec l'innovation. Si une entreprise veut innover, elle doit abdiquer, pour un temps au moins, ses objectifs d'optimiser, de serrer les boulons en permanence, parce qu'innover, c'est un grand gaspillage, c'est essayer plein de choses, échouer, échouer et échouer à nouveau, jusqu'à ce qu'on réussisse finalement à créer un nouveau produit, à mettre au point un nouveau modèle d'affaires, à découvrir un nouveau marché. Alors, l'innovation, pour cette raison, parce que c'est un grand gaspillage, ça demande énormément d'argent. Il faut être prêt pour avoir une chance de mettre sur le marché un produit innovant, à financer peut-être 10 prototypes, à mettre en marche 10 équipes qui chacune vont essayer de se lancer à la conquête d'un nouveau modèle, d'un nouveau marché, d'un nouveau produit. Et sur ces 10 équipes, il y aura probablement une seule qui réussira, et l'argent qu'on aura investi sur les 9 autres sera en quelque sorte perdu momentanément. Pardon.
Alors, et la question est, si ce n'est pas les entreprises traditionnelles entièrement tournées vers l'optimisation qui sont prêtes à investir massivement dans l'innovation, qui est prêt à le faire? La première réponse, qui est prêt à gaspiller autant d'argent dans l'innovation et donc à stimuler le développement de notre économie à partir du moment où l'innovation est devenue un impératif pour toutes les organisations, pour les entreprises et même pour les administrations? Il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est leur mission traditionnelle, historique, c'est la place qu'ils occupent dans l'économie. Leur place consiste à dépenser sans attendre un retour immédiat sur leur investissement. C'est pour ça que ce sont les pouvoirs publics qui, historiquement, ont déployé, ont construit les grands ouvrages d'art, tels que les grands barrages qui ont marqué l'imaginaire américain, qui ont réhabilité au XXe siècle l'idée même d'intervention publique dans l'économie. Cette idée, elle a été réhabilitée parce qu'on s'est aperçu que seuls les pouvoirs publics pouvaient engager ces dépenses considérables sans attendre de rendement immédiat en retour sur l'opération d'une infrastructure telle que celle-là, tel qu'un grand barrage. Donc les pouvoirs publics sont la première catégorie d'acteurs qui sont prêts à gaspiller beaucoup d'argent et ainsi à contribuer au financement de l'innovation. Mais il y a une deuxième catégorie d'acteurs qui ne sont pas les pouvoirs publics et qui sont des investisseurs privés, mais dans un contexte très particulier qui est le contexte des bulles spéculatives. Alors on sait tous ce qu'est une bulle spéculative. Une bulle spéculative, c'est quand les investisseurs, pour des raisons en partie rationnelles, en partie irrationnelles, mais plus rationnelles qu'on ne croit, renoncent temporairement à réfléchir avant d'investir et surtout à quantifier ou à projeter le rendement qu'ils attendent de leur investissement. Alors ça se passe notamment dans les périodes d'innovation intense, parce que quand l'innovation commence à dominer dans le développement de l'économie, on ne sait pas trop vers quoi ça nous emmène. Et du coup, les investisseurs n'ont plus vraiment de moyens de projeter sur plusieurs années, sur plusieurs exercices, le rendement qu'ils peuvent attendre de leur investissement. Et quand on est incapable de projeter le rendement de son investissement, on est obligé, plutôt que de regarder en avant, de regarder sur le côté et d'essayer d'imiter ce que font les autres. Et c'est ce qui se passe dans une bulle spéculative. Les investisseurs se mettent les uns à la suite des autres, comme un troupeau de moutons, et se laissent entraîner par celui qui prend le plus de risques, qui investit le plus, en ayant abdiqué sa recherche d'un rendement immédiat. Et les investisseurs dans une bulle, ils se mettent à dépenser tellement d'argent collectivement que cet afflux d'argent qui inonde l'économie, dont peuvent s'emparer d'autres investisseurs, mais surtout les entrepreneurs qui créent des produits innovants, qui ouvrent des nouveaux marchés, qui cherchent des nouveaux modèles, eh bien, on parvient à ce niveau de saturation qui fait que ça fait émerger des innovations de rupture. Alors, du coup, je précise juste en passant, parce que c'est un peu contre-intuitif, on a été habitué dans nos raisonnements, dans notre débat public, à condamner les bulles spéculatives, à dire quand il y a une bulle spéculative, c'est horrible, parce que quand elle éclate, ça fait beaucoup de mal à l'économie. Il faut réaliser qu'une bulle spéculative, elle a parfois une vertu, c'est qu'elle est le seul moyen de mobiliser énormément d'argent et de provoquer des innovations de rupture qui, ensuite, vont créer de la valeur sur très longue période. Donc ça a été modélisé par une économiste vénézuélienne qui s'appelle Carlota Pérez, qui exerce une grande influence sur la communauté des capitaux risqueurs, notamment aux États-Unis, et qui montre que plusieurs fois dans l'histoire, ce qu'elle appelle des révolutions technologiques ont été accélérées, provoquées plus précisément par des bulles spéculatives qui ont permis à une innovation de rupture de s'imposer dans l'économie et de changer radicalement la manière dont on crée de la valeur. Et donc vous avez ces 5 étapes des grandes révolutions technologiques. La première étape, c'est 4 étapes, ou non 5 disons. La première étape, c'est l'irruption. Une nouvelle technologie fait son apparition quelque part à la marge de l'économie. Ensuite, ça provoque une frénésie des investisseurs qui se laissent entraîner dans une bulle spéculative et qui inondent le marché d'argent. Et on franchit ce point d'inflexion qui fait basculer dans un nouveau régime de création de valeur, dans un nouveau paradigme, où on peut commencer à déployer une nouvelle manière de créer de la valeur, d'organiser les entreprises, chercher des synergies et finalement atteindre la maturité. Et alors, de la bulle spéculative des années 2000, celle qui correspond à la révolution numérique, il n'en est pas ressorti que du mal. On a hérité plein de choses qui sont encore ici aujourd'hui et qui jouent un rôle extrêmement structurant sur l'économie dans son ensemble. On a hérité de la bulle spéculative des années 2000, Internet comme infrastructure utilisée par le grand public. Avant, ça n'était pas utilisé par le grand public. Après la bulle, ça s'est imposé comme un usage désormais quotidien
pour chacun d'entre nous. On a aussi hérité, et je prends deux exemples, deux grandes entreprises qui sont parmi les plus puissantes de l'économie numérique, qui jouent un rôle absolument déterminant dans notre économie aujourd'hui, qui n'auraient jamais existé sans la bulle spéculative des années 2000. La première, c'est Amazon. Amazon, créée en 1994, introduite en bourse en 1997, et qui va faire son premier exercice à l'équilibre qu'en 2003. Entre 1997 et 2003, entre son introduction en bourse et son premier exercice à l'équilibre, Amazon brûle, investit 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars dans des conditions normales de marché. Aucune entreprise n'a accès à ce genre de ressources sans gagner d'argent. Dans les conditions d'une bulle spéculative, on peut accéder à ces ressources et déployer cette immense infrastructure qui aujourd'hui encore continue de grandir et de transformer de fond en comble notre économie. Et un autre exemple, c'est évidemment Google, créé en 1998, qui lève beaucoup d'argent juste avant l'explosion de la bulle en 2000. Et cet argent lui permet, pendant 4 ans encore, de chercher son modèle d'affaires jusqu'à découvrir la fameuse régie de mots-clés AdWords qui va lui permettre ensuite de gagner beaucoup d'argent. Mais si Google n'avait pas levé dans le contexte extraordinaire d'une bulle spéculative, il n'aurait pas pu résister à l'explosion, au passage de l'année 2000 et ils auraient disparu et ne joueraient pas le rôle crucial qu'ils jouent aujourd'hui dans l'économie. Alors, les bulles spéculatives nous montrent que les pouvoirs publics, enfin, disons les deux catégories de gaspilleurs que je vous ai présentées, c'est-à-dire les pouvoirs publics et les investisseurs, les spéculateurs, ça nous suggère qu'il y a une très grande synergie en fait, entre deux modes de financement de l'innovation qui sont le capital risque d'un côté et l'argent public de l'autre. Et on peut donner deux exemples de ça. Le premier exemple, c'est précisément le numérique, les technologies de l'information et de la communication, qui sont en fait imposées, qui nous ont en fait imposé un nouveau paradigme en 2 temps. D'abord, il y a eu des décennies d'investissement public par l'État fédéral américain à travers le financement de l'industrie des microprocesseurs et des circuits intégrés, puis le financement des grands systèmes d'information, puis le déploiement d'ARPANET qui est ensuite devenu Internet, et puis même du lancement dans l'espace de tous les satellites de l'armée américaine qui, ouverts à des applications civiles à partir de la fin du XXe siècle, ont permis de déployer le système du GPS qui nous permet aujourd'hui de nous géolocaliser grâce à nos smartphones. Et donc tout ça, c'est initialement de l'investissement public de l'État fédéral américain. Et c'est parce que cet investissement initial a été fait, sans attente de retour sur investissement, qu'ensuite les spéculateurs ont pu s'élancer sur cette plateforme technologique, faire émerger des grandes entreprises et toute une nouvelle manière de créer de la valeur. Et donc vous voyez à quel point il y a une complémentarité en fait, entre la dépense publique et le capital privé dans le financement des innovations de rupture. Et un deuxième exemple, et ce deuxième exemple, évidemment, je ne le donne pas par hasard, c'est les biotech, d'abord parce qu'on parle aujourd'hui de santé, mais surtout parce que le capital risque, cette forme très particulière de financement des entreprises, n'existe que dans ces deux domaines-là. Il n'y a pas de capital risque dans l'automobile, il n'y a pas de capital risque dans l'agriculture, il n'y a pas de capital risque dans l'énergie, il y a du capital risque dans le numérique et dans les biotech. Pourquoi ça? Parce que dans ces deux domaines-là, il y a eu énormément de dépenses publiques qui permettent en fait aux capitaux risqueurs, contrairement à ce que leur nom indique, de prendre finalement très peu de risques. En général, la dépense publique permet de cantonner le risque pris par les investisseurs privés à une seule catégorie de risque. En numérique, contrairement à ce que tout le monde pense, le numérique présente très peu de risques technologiques. La technologie, elle est présente, elle est disponible, elle est robuste, elle n'est pas chère. C'est Internet, c'est le cloud, c'est tout le logiciel open source. Tout ça est abondant, disponible pour tous ceux qui veulent s'en emparer. Il y a très peu de défis technologiques à relever dans l'économie numérique. Le défi sur lequel on prend beaucoup de risques, c'est la mise au point d'un nouveau produit et l'accès au marché. Et donc le risque technologique a été annulé par une dépense publique massive dans des grandes infrastructures technologiques. Dans les biotech, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire dans les biotech, il y a un énorme risque technologique parce qu'on sait que ceux qui financent des entreprises de biotech s'engagent souvent dans un effort de recherche et développement de plusieurs années sans aucune garantie d'aboutir à la découverte d'une nouvelle molécule. En revanche, s'il y a des capitaux risqueurs dans les biotech, c'est parce qu'ils ne prennent que ce risque-là, le risque d'échouer à découvrir une nouvelle molécule. S'ils la trouvent, en revanche, tout est réglé et tout se passe bien, parce que derrière, vous avez
une assurance maladie qui solvabilise le marché et qui vous assure que vous allez pouvoir écouler votre nouvelle molécule auprès des malades, des patients, par l'intermédiaire des professionnels de santé. Et donc dans les biotech aussi, la raison pour laquelle il y a du capital risque et beaucoup d'innovation, c'est parce qu'il y a énormément de dépenses publiques. Il y a de la dépense publique initiale, un peu comme dans le numérique, avec les bourses de recherche qui sont versées par les grandes institutions de recherche, comme le NIH aux États-Unis, que vous voyez là à gauche. Mais il y a surtout de l'argent qui arrive en bout de course, une fois que la molécule est trouvée et mise sur le marché. Et là, tout d'un coup, ce ne sont pas les individus eux-mêmes qui ont à sortir l'argent de leur porte-monnaie. Cet argent, il est sorti des grands régimes d'assurance maladie qui solvabilisent le marché et qui assurent ainsi des débouchés pour les innovateurs dans les biotech. Alors, c'était vrai dans la plupart des pays développés, à l'exception d'un seul, qui est les États-Unis, mais depuis 2010, vous le savez, les États-Unis ont commencé à déployer pour la première fois de leur histoire une assurance maladie obligatoire qui solvabilise tout le marché de la maladie aux États-Unis et qui va permettre une explosion spectaculaire de l'investissement en capital risque, notamment dans les biotech, mais aussi dans la e-santé et dans tout ce qu'on peut faire avec la technologie pour mieux prendre en charge les patients et mieux les soigner. Donc vous voyez à quel point dans ces deux cas, la dépense publique et l'investissement privé se complètent, se combinent pour financer l'innovation, et surtout comment dans le deuxième cas, celui de la santé, la dépense publique prend la forme d'une assurance sociale qui couvre les individus contre ce risque critique, celui de tomber malade et de ne plus pouvoir travailler et de ne plus pouvoir gagner sa vie. Alors, et ça nous renvoie à la grande mission des assurances sociales qui ont été mises en place historiquement pour protéger les acteurs de l'économie contre les aléas, contre les fluctuations, contre les risques. Et c'est parce qu'elles étaient là qu'au XXe siècle, l'économie a pu connaître plusieurs décennies de croissance ininterrompue parce que des assurances sociales, et notamment des assurances maladie, étaient là pour couvrir contre les principaux risques. Alors là, vous avez des figures historiques qui ont joué un rôle des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, les grands régimes d'assurance sociale avant Obamacare ont été créés par Roosevelt dans les années 30 et par sa secrétaire au travail que vous voyez derrière qui s'appelait Frances Perkins, qui était la première femme membre d'un gouvernement fédéral aux États-Unis et qui était animée d'une volonté de protéger les travailleurs contre les risques les plus critiques de leur existence. En France, on a dû attendre 15 ans de plus à peu près, et une bonne guerre, si vous me passez l'expression, puisque c'est seulement après la libération, dans un pays complètement détruit qu'il fallait reconstruire, que le Conseil national de la résistance, dans cet effort gigantesque de reconstruction pour relever la nation, a mis en place cette institution qui est encore aujourd'hui cruciale dans notre existence et qui est la sécurité sociale. Et donc, toute cette dépense publique qui a été canalisée par les assurances sociales aux États-Unis, en France et dans tous les pays développés, a joué un rôle critique dans la protection des individus contre les risques auxquels ils étaient exposés à l'échelle individuelle, mais aussi des entreprises, parce que si vous êtes une entreprise qui produit en masse des produits, vous ne pouvez pas planifier la production de grandes séries sur plusieurs années si vous n'êtes pas sûr que les consommateurs vont être sécurisés dans leurs revenus pour pouvoir acheter vos produits. Et donc c'est parce que les assurances sociales ont sécurisé les individus dans leurs revenus, dans leur pouvoir d'achat, que les entreprises ont pu investir, grandir, écouler des produits en grande série et prospérer. Et ça a donné les 30 Glorieuses en France, une période d'expansion à peu près comparable aux États-Unis, bref, une économie qui marchait bien grâce aux assurances sociales. Alors évidemment, après, tout s'est déréglé. Pourquoi ? Parce que les risques auxquels sont exposés les acteurs économiques aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux auxquels ils étaient exposés à l'époque. Ici, vous avez deux images, les usines de Ford dans l'industrie automobile américaine d'il y a un siècle, où ont été inventés les grands principes du paradigme de la production de masse. Et puis à droite, vous avez le garage dans lequel Steve Jobs et Steve Wozniak ont assemblé les premiers ordinateurs Apple. C'est le garage d'une maison qui existe toujours à Palo Alto, qui était à l'époque la maison des parents de Steve Jobs, devant laquelle plein de gens s'arrêtent tout le temps sortant de leur voiture pour prendre des photos. Et ça vous montre un peu à quel point les entreprises sont différentes aujourd'hui, les entreprises qui dominent sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a un siècle, au XXe siècle, à l'ère de la production de masse.
Dans la production de masse, vous étiez sécurisé comme entreprise si vous étiez une grande entreprise, très pyramidale et très optimisée. Il fallait serrer les boulons en permanence pour pouvoir produire en très grande série des produits qui, si possible, étaient standardisés parce que c'était la seule manière de produire en masse. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise résistante, résiliente, conquérante, si et seulement si vous innovez et vous investissez en permanence dans l'innovation et vous prenez des risques d'innovation. Et le problème et la raison pour laquelle les entreprises numériques ont encore du mal à jouer un rôle crucial dans le développement de notre économie, leur prospérité ne se traduit pas par une prospérité générale de l'économie. Notamment, on accuse l'économie numérique de détruire des emplois. La raison pour ça, c'est que autant les entreprises ont changé, l'économie a changé, la manière de créer de la valeur a changé, autant nos assurances sociales, et notamment notre assurance maladie, est restée la même qu'elle était dans l'ancien paradigme. C'est-à-dire, nous sommes dans une économie de plus en plus numérique, mais dont les assurances sociales ont été conçues pour une économie de la production de masse qui est en train de disparaître sous nos yeux. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut faire changer les assurances sociales, et en particulier l'assurance maladie? Est-ce qu'on peut la faire changer en France avec l'assurance maladie, qui est une énorme machine bureaucratique, difficile à faire bouger? C'est la même chose dans tous les pays, et notamment aux États-Unis, où la FDA, comme vous le savez, régule le marché du médicament et le rend extrêmement rigide, extrêmement peu accueillant à des nouvelles pratiques thérapeutiques. Pourquoi il y a des règles dans la santé? Pour des raisons simples, c'est que et l'idée n'est pas de dire il faut balancer les règles par la fenêtre, basculer dans une jungle et permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. Mais dans la santé, on a des questions de vie et de mort. Dans la santé, on a cette particularité extraordinaire qui est que les gens sont prêts à payer n'importe quoi pour se soigner, parce que précisément c'est une question de vie ou de mort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réguler tout ça, de réglementer tout ça, et de mettre en place des assurances obligatoires. Et donc pour faire tout ça, la question est, ces règles qui empêchent le développement, enfin qui ralentissent l'innovation dans l'économie, est-ce qu'on peut commencer à les faire bouger au rythme où grandissent les entreprises et surtout de façon à ce que les assurances sociales remplissent à nouveau leur promesse de protéger les individus contre les risques les plus critiques de leur existence, y compris en leur permettant d'accéder à des traitements nouveaux qui sont permis par les technologies et à être pris en charge dans le cadre de modèles radicalement nouveaux par rapport à ce qu'on a connu. Pour ça, il faut que l'innovation puisse prospérer sur des marchés larges, qu'elle ne soit pas cantonnée à des projets pilotes, à des expérimentations de recherche, à de la recherche clinique. Et donc, je conclurai là-dessus pour dire que une économie tirée par l'innovation ne peut pas se développer si elle n'est pas dotée des bonnes institutions pour soutenir son régime de création de valeur. Si on crée de la valeur avec l'innovation, il faut que toutes les institutions de l'économie soient mises au service de l'innovation, et en particulier les assurances sociales, parce que comme l'a dit Edmund Phelps, qui est l'un des prix Nobel d'économie de ces dernières années, un grand professeur d'économie américain, le dynamisme d'une nation, d'une économie nationale, ne tient pas à la qualité de sa recherche scientifique, elle tient au dynamisme économique, enfin ce qu'il appelle le dynamisme économique, c'est-à-dire le désir d'innover. Celui-là, il est bien présent, il est notamment présent dans la santé, mais aussi aux marges de manœuvre pour le faire. Et dans la santé, on ne peut pas innover si l'assurance maladie n'est pas propice à l'innovation, n'épouse pas la réalité de la vie des entreprises et des individus telle qu'elle a été radicalement transformée par l'économie numérique, et surtout dans un pays où l'assurance maladie elle-même ne fait pas levier de ces technologies et de ces nouveaux modèles pour soutenir l'innovation dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci. Alors, je trouve ça fantastique, ce retour sur l'assurance maladie, mais je me posais une question quand même, parce que face à ce changement que pourrait subvenir si on modifiait l'assurance maladie, ça engendrait automatiquement des problèmes principalement politiques et sociétaux. Si demain on devait commencer, ce serait quoi la stratégie? Alors ça pose des problèmes, comme tu le dis, parce que c'est tellement d'argent et ça joue un rôle tellement critique à la fois dans la vie des entreprises et dans la vie des individus que
tout changer du jour au lendemain, c'est tout simplement impossible. Et la première résistance qu'on rencontre, c'est celle des acteurs du système, notamment des professionnels de santé, qui ont été habitués pendant des décennies à fonctionner d'une certaine manière, à travailler d'une certaine manière, et qui ne sont pas du tout prêts, et on le comprend, à changer leurs habitudes du jour au lendemain, pour certains à renoncer à certaines compétences qui sont obsolètes, de basculer dans une insécurité en termes de revenus, etc. Et donc, tout ça peut se faire que graduellement. Moi, l'opportunité que je vois, c'est que dans le changement de paradigme, dans le passage du paradigme de l'économie de masse à celui de l'économie numérique, il y a une mutation radicale des parcours professionnels. À l'époque, le parcours professionnel type, c'était je rentre tout jeune dans une entreprise, je vais monter les échelons de cette entreprise pendant plusieurs décennies, jusqu'à partir à la retraite. Je n'aurais travaillé que pour un seul employeur, j'aurais gagné toujours plus d'argent chaque année, et j'aurais été couvert parfaitement contre la maladie, contre la vieillesse, etc. Et contre tous les risques qui mettent en danger l'équilibre de mon existence. Aujourd'hui, les parcours professionnels n'ont plus rien à voir avec ça, ils sont de plus en plus discontinus, accidentés. On travaille, on change souvent d'employeur, parfois on n'en trouve pas pendant un certain temps. Dans ce cas-là, on se met à son compte, on crée une entreprise ou on devient travailleur indépendant. Parfois, on travaille pour plusieurs employeurs en même temps. On doit déménager souvent parce qu'il faut se rapprocher d'un lieu de travail qui n'est jamais le même d'une année sur l'autre. Bref, donc ça crée des parcours professionnels et des existences qui, en fait, sont très mal, que les assurances sociales qu'on a héritées du passé arrivent très mal à épouser. C'est-à-dire on se sent finalement assez peu protégé par ces institutions anciennes dans les parcours professionnels nouveaux, contemporains. Et donc, moi, mon intuition, c'est que les institutions de la protection sociale doivent être réinventées autour de ces nouveaux parcours. Et en fait, les premiers à expérimenter des nouvelles formes de protection sociale vont être ceux qui sont les plus en avance dans l'adoption de ces nouvelles formes de travail, de ces nouveaux parcours professionnels. Et progressivement, les mini-institutions qu'on va créer pour ces gens-là qui changent souvent d'employeur, qui créent des entreprises, qui sont travailleurs indépendants, qui sont freelance, les mini-institutions qu'on va créer pour cette petite population d'avant-garde vont grandir et puis vont finir par entraîner tout le système. Merci Nicolas. Bravo Merci pour cette présentation. Au revoir.